Donc là, on va aller voir Aliba, une femelle tigre du Benga que l'on va nourrir. Le métier de soigneur animalier, oui, je l'ai complètement choisi. C'est vraiment un métier passion. C'est vraiment s'occuper des animaux au quotidien. C'est faire évoluer tous ces animaux, c'est faire reproduire des espèces vraiment menacées, participer à des programmes d'élevage et pourquoi pas ensuite par la suite à certaines réintroductions pour vraiment faire évoluer la conservation des espèces surtout et ensuite présenter des animaux et le mode de vie des animaux aux visiteurs pour sensibiliser aussi à la protection des espèces. Les rations varient d'une journée, selon la saison, selon la température. Plus il fait chaud, généralement moins les tigres mangent, donc on baisse les rations. Et puis l'hiver, on a tendance à augmenter les rations, parce que donc ils ont plus de dépenses énergétiques à cause du froid pour chauffer leur corps. Et donc on peut des fois doubler les rations l'hiver par rapport à l'été. Ça peut aller jusqu'à 6 poulets, 6 ou 7 poulets pour un tigre. Mais voilà, ça dépend de la saison, et comme ce sont des animaux qui sont dangereux, donc on se doit de les rentrer tous les soirs dans les bâtiments, parce que les parcs sont arborés. Donc si la nuit un arbre tombe sur la clôture, il pourrait s'échapper. Donc on doit les rentrer le soir dans les bâtiments, et ça on le fait que grâce à la nourriture. Donc évidemment, s'ils n'ont pas faim, ils ne rentrent pas. Donc il faut trouver le juste milieu pour qu'ils aient assez d'appétit pour rentrer le soir. Et on fait aussi 2 jours de jeûne la semaine. Les protéines animales, donc c'est assez lourd à digérer pour les reins. À l'état sauvage, donc les tigres, généralement, ils mangent que tous les 2-3 jours, donc naturellement, les reins se purgent entre chaque repas. Donc en captivité, on veut que leur espérance de vie soit entre 15 et 20 ans, on est obligé de faire 2 jours de jeûne la semaine pour que les reins se purgent et donc ils n'aient pas de dégénérescence au niveau du système rénal. Je suis responsable de toute la partie serre tropicale. Donc serre tropicale, serre de l'évolution. Ensuite toute la serre maintenant cette année consacrée à la Papouasie, Nouvelle-Guinée et toute la partie surtout est de l'Australie. Et également toute la partie des oiseaux extérieurs, donc grande volière du monde des oiseaux extérieurs. Avant de travailler au CERSA, j'ai eu l'opportunité de travailler un petit peu dans le milieu des oiseaux, notamment du dressage des oiseaux, donc j'étais fauconnier à la base. Et donc je connaissais déjà vraiment l'univers des oiseaux. C'est pas du tout le même travail, Là on fait vraiment de la présentation, de l'élevage vraiment en extérieur. Il n'y a pas de dressage, il n'y a pas de spectacle bien sûr, on n'est pas du tout dans cette politique-là. Le mode de présentation qu'on a ici au CERSA, donc vraiment le visiteur rentre complètement dans cette volière avec les oiseaux du monde entier, vraiment, que ce soit des oiseaux africains, américains, asiatiques, on a un peu de tout. Ici, on a le message pédagogique, mais par contre, c'est le visiteur qui est en immersion totale dans le monde des oiseaux et qui va regarder l'animal vivre avec d'autres oiseaux encore. C'est vraiment, le soigneur là n'a rien à faire, si ce n'est que tout le monde va bien, bien sûr, que tout le monde aille bien, mais c'est le visiteur qui rentre dans le monde des oiseaux, alors qu'en fauconnerie, c'est un petit peu les soigneurs et les dresseurs qui font connaître le monde des oiseaux aux visiteurs qui sont assis sur les gradins. On a des oiseaux rares, comme par exemple on a des ibis rouges par exemple, présentés en extérieur, on a eu la chance de les avoir vus se reproduire cette année. On a 2 bébés actuellement, donc c'est vraiment une bonne réussite pour nous. On est très contents alors qu'on vient de commencer vraiment avec cette espèce. On a aussi dans la serre australe des calao papous, donc vraiment des grands calaos qui sont vraiment de très belles couleurs et qu'on a vraiment hâte de les faire reproduire ici au CERSA. Et on a également aussi les lorica arc-en-ciel. Donc ça c'est une espèce un peu moins rare, mais qui a toute son importance aussi parce qu'elle est très colorée, surtout elle mange du nectar de fleurs. Et c'est surtout le visiteur aussi qui en saison peut nourrir ces oiseaux. Donc là c'est un émerveillement pour toutes les familles. La serre tropicale, donc vraiment la serre de l'évolution, en quoi ça consiste?
En fait, on a voulu présenter vraiment toute l'évolution des espèces, donc vraiment du poisson, du premier poisson à squelette interne jusqu'à l'homme. Donc on a voulu vraiment présenter les petits poissons primitifs, avec après les poissons qui commencent à chasser les insectes qui sont déjà apparus en surface. Ensuite donc les poissons qui commencent à sortir de l'eau, puis ensuite l'apparition des amphibiens, donc des grenouilles, des salamandres, ensuite des reptiles. Donc par exemple on a présenté les iguanes, les alligators, qui ensuite nous emmènent sur l'arrivée des dinosaures, donc avec une représentation vraiment d'un tyrannosaure, pour ensuite arriver à la météorite qui arrive sur Terre, qui détruit tout, donc qui fait lever un nuage de poussière qui va complètement cacher le soleil, donc qui va détruire bien sûr les végétaux, étant donné qu'il n'y a plus de soleil, mais donc les animaux qui mangent des végétaux, mais donc aussi les animaux qui mangent les végétaux, toute cette chaîne alimentaire qui se retrouve complètement détruite, et d'où l'apparition également des petits mammifères qui se sont nourris aussi de carcasses et de plein de petites choses, et donc surtout l'apparition des animaux nocturnes. Donc on arrive ensuite dans le Nocturama, où là on va présenter des rats de Madagascar et des galagos, une espèce très très intéressante qu'on a pu reproduire, par exemple les galagos cette année. On est à peu près 3 en Europe à les avoir reproduits, donc c'est quand même quelque chose de vraiment très très important sur une espèce vraiment menacée. Et ensuite on présente aussi une évolution, après tout ça, un peu étonnante. Donc par exemple les grosses tortues qui vont avoir tendance dans le milieu naturel à creuser des galeries, ou encore les mammifères qui peuvent voler, donc les renards volants, avant d'arriver par la suite aux représentations qu'on a fait on a 2 têtes, de Australopithèque et Homo habilis, qui permettent vraiment l'arrivée ensuite à l'homme moderne. Donc on a mis un miroir, tout simplement, pour nous représenter vraiment toute l'évolution des espèces, du petit poisson jusqu'à l'homme. On a une femelle que l'on va voir là, qui est présente sur le parcours du train, et puis un couple qui est présent sur le parcours pédestre. Donc on a un mâle et 2 femelles. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment on a des chaleurs, mais on n'a pas eu de repro. Ça dépend des tigres, on les a déjà reproduits. Après, ça dépend du caractère de chaque tigre. Il y a des couples qui parfois ne s'entendent pas ou ne se reproduisent pas. Là, dans les tigres de Sumatra, par exemple, que l'on va voir aussi. Donc c'est un jeune couple que l'on a formé, qui s'entendent bien, mais on n'a pas eu encore de chaleur pour la femelle, donc pas d'accouplement. Et c'est un couple qui est très important à reproduire parce que les tigres de Sumatra, c'est une espèce qui est en voie de disparition. On a besoin de les reproduire en captivité pour leur assurer un avenir, et donc ce couple-là est très important génétiquement. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de chaleur. Là, il y a des chaleurs toutes les 25 jours en moyenne. Et donc elle, on n'a pas vu encore de chaleur du tout. Alors qu'elle a un peu plus de 2 ans, donc là, logiquement, elle devrait être cyclée. Et donc après, d'un individu à l'autre, ça peut changer. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas de... On attend, on laisse faire. Et les félins, ça couple quasiment tous les quarts d'heure, pendant 5 ou 6 jours. Donc si elle tombe en chaleur, on ne peut pas louper. Donc ce sont les accouplements qui déclenchent l'ovulation, donc c'est pour ça que les accouplements sont nombreux. Après, si on ne veut pas avoir de bébé, par exemple, c'est assez simple, c'est que la première journée, on voit bien les accouplements parce qu'ils sont nombreux. Par contre, généralement, il n'y a pas d'ovulation la première journée. Et donc, il suffit de les séparer pour éviter de les reproduire si on ne veut pas avoir de bébé tigre. Donc je suis en charge, comme je vous le disais, de toute la partie serre tropicale. Donc je nourris les animaux, je nettoie surtout les enclos, je nettoie les vitres aussi, il y a énormément de vitres à faire. J'essaye de tout faire en œuvre, de tout mettre en œuvre pour que le public, quand il arrive dans le parc, ce soit propre, que les enclos soient propres, les animaux soient surtout en bonne santé, donc c'est-à-dire une bonne alimentation, de bonnes observations aussi, pour pouvoir ensuite, un petit peu, dès qu'il y a un moindre symptôme, en parler au vétérinaire, qui lui ensuite fera son travail. On a un peu l'infirmier ou l'aide-soignant, si vous voulez, des animaux. La journée d'un soigneur, c'est généralement on fait un tour le matin très tôt, donc pour aller voir que tout le monde a bien passé la nuit, surtout l'hiver, donc voir qu'il n'y a pas de problème de chauffage sur les petites espèces. Après, ça nous permet aussi de les lâcher de bonne heure pour qu'ils profitent au maximum de la journée. Voilà, et puis qu'ils soient présents pour travailler, pour être en face du public.
Et puis ensuite, donc, on fait un deuxième tour de nettoyage. Donc là, on nettoie toutes les loges des animaux pour que quand ils rentrent le soir, tout soit propre. Et puis après dans la journée, donc on va travailler soit sur des enrichissements de milieu, c'est-à-dire créer des choses dans les parcs, des animaux pour enrichir leur milieu, pour les occuper, ou on fait du nettoyage dans les parcs, des herbages, ou on conçoit des nouvelles installations avec le service technique, donc ça varie, ou on fait des observations, ou des captures avec le vétérinaire s'il y a des soins à faire, donc ça varie un peu. J'ai pu travailler avec énormément d'espèces. La plupart des espèces, j'ai pu travailler avec une bonne partie des espèces du parc, mais j'avais quand même une fibre sur les reptiles. Et donc, quand la serre s'est construite, on m'a proposé de m'en occuper. Et moi, ce que j'aime aussi surtout, c'est relever un petit peu des défis, des challenges. Je ne connaissais pas du tout les poissons. Et donc, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément sur de nouvelles espèces. Que par exemple un mammifère qui vit en extérieur, s'occuper d'une girafe et s'occuper d'une vache, ça a de grosses similitudes. En revanche, s'occuper d'un poisson et s'occuper d'un autre reptile à côté, ça va être complètement différent. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on apprend et qui nous font évoluer dans notre boulot. Moi, je suis polyvalent à soigneur, polyvalent, donc je peux tourner sur tous les secteurs. Donc on travaille assez bien avec les tiques, avec les rhinos, avec les primates. Donc, et sur chaque secteur du parc, on a une diversité d'espèces aussi qui est fait à la demande de tous les soigneurs. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement avec les félins ou uniquement avec les rhinos. On essaie d'avoir différentes espèces. Donc on travaille aussi bien avec des primates que des rhinos. Pour un soigneur, donc c'est les portes, parce qu'on ouvre plein de portes dans la journée pour nettoyer, pour les lâcher. Et donc faut toujours se méfier de contrôler bien ces portes pour ne pas en oublier une. On ouvre une centaine de portes dans la journée, donc voilà, si on n'y fait pas attention, évidemment, suffit si on laisse une porte ouverte sur un petit tamarin pinché ou un Ouistiti, bon, c'est moins grave, mais c'est pas bien. Sur un carnivore, ça devient beaucoup plus problématique. Donc il faut y faire toujours attention. Donc, mais bon, avec les sas que l'on a, de toute façon, comme là où on est, même si on oublie cette porte-là, donc le tic ne peut pas sortir de la maison, quoi. Bon, par contre, le soigneur qui sera avec lui, il sera moins bien. Le métier de soigneur, ça peut être parfois compliqué parce que c'est vrai que c'est très routinier. Tous les jours, il faut nettoyer les enclos, nettoyer les intérieurs, faire les vitres. En revanche, l'évolution de cet animal-là, en fonction de ce que vous allez lui donner tous les jours, va lui évoluer. La reproduction dans un groupe va faire que vous allez avoir de plus en plus d'animaux, donc plus d'interactions sociales entre les animaux. Donc vous allez avoir un comportement beaucoup plus d'observation et d'analyse de comportement. En fonction des saisons, le travail va changer. On a un travail complètement différent en hiver qu'en été, bien sûr, parce que les animaux passent beaucoup plus de temps dehors l'été. Donc ensuite, il va y avoir des animations pédagogiques aussi. On va pouvoir parler un petit peu de nos animaux au public, répondre aux questions énormément, orienter les jeunes qui veulent aller sur la même voie que nous. Donc c'est un travail routinier dans tout ce qui concerne l'alimentation, le nettoyage, mais un travail tous les jours différent parce que les animaux, bien sûr, on travaille bien sûr avec du vivant et donc forcément c'est toujours différent. Pourquoi est-ce qu'on aime les reptiles ? Je ne sais pas vraiment pourquoi on aime les reptiles, peut-être parce qu'il y a une part un peu mystérieuse au début, une part après impressionnante par la suite. Dès qu'on commence à s'occuper par exemple d'un python qui fait plus de 3,50 m, ça commence à être un peu impressionnant. Je crois surtout que j'ai voulu m'occuper de reptiles parce que je me suis rendu compte que leur comportement était tout à fait en accord avec ce que je voulais faire dans le métier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Si vous faites une erreur dans votre boulot, il va vous le dire tout de suite. Ensuite, c'est des animaux qui, je crois, sont vraiment mal aimés aussi, qui impressionnent tellement le visiteur qu'on en a tout de suite peur, alors qu'au final, il y a très très peu de gens qui ont eu des accidents avec les reptiles à côté de chez soi ou n'importe. Je crois que c'est vraiment la méconnaissance des visiteurs qui m'ont poussé aussi à aller vers ces espèces-là pour pouvoir encore mieux en parler par la suite. On est donc devant un aquarium de piranha rouge. Alors, je ne vais pas dire que c'est une espèce sympathique, parce qu'on n'a aucune interaction à avoir avec un piranha, ou même autre poisson. Ce n'est pas un animal qu'on va aller caresser sous la gueule juste pour lui donner de l'affection. En revanche, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que oui, c'est un animal qui a des dents. Non, ce n'est pas un animal qui va chasser à tout bout de champ tout ce qui va passer dans le bassin.
Là, comme vous pouvez le voir, il y a d'autres poissons avec les piranhas qui ne se font pas manger. On n'est pas du tout dans le film des piranhas ou n'importe. Je mets les mains dans l'eau tous les jours et j'ai encore mes 10 doigts. C'est un poisson qui est très craintif. Dès que vous allez mettre quelque chose d'un peu gros dans l'eau, une main qui bouge, un pied ou n'importe, ils vont tout de suite essayer de fuir un maximum. Après, ça va aussi dépendre un petit peu des régions géographiques. Par exemple, récemment, au Brésil, dans certaines régions du Brésil, on informait vraiment les populations qu'il fallait essayer de faire attention quand on allait mettre les pieds dans l'eau, parce qu'on se risquait de se faire mordiller quelques pieds ou n'importe. Vraiment des petits morceaux, hein, c'est vraiment pas méchant. Mais ça dépend vraiment de la concentration de piranhas que vous allez avoir dans un aquarium. Vous allez avoir un aquarium de 60 litres avec par exemple une dizaine de piranhas. Forcément, la seule chose qu'il va faire pour se défendre, c'est d'attaquer, c'est obligé. Ici, on a un bassin qui fait presque 7 mètres cubes, donc ça fait 70 000 litres d'eau. Ensuite, on a une quarantaine de piranhas. Je mets les mains dans l'eau à un endroit, ils vont partir d'un autre uniquement parce qu'ils ont la possibilité de fuir. Donc c'est vraiment pas un animal dangereux en soi si on s'en occupe bien et dans de bonnes conditions. Alors les félins, donc c'est les espèces les plus dangereuses qu'on a en captivité, donc on n'a jamais de contact direct. Donc là, ils sont derrière un grillage dans la journée dans leur parc, et quand on les rentre le soir, donc on a des systèmes de trappe à pluie. Donc on ouvre à distance, et ensuite on a ce qu'on appelle des passes viande. Donc on met la viande dans il y a 2 systèmes, dans un récipient bascule, et donc ça culbute dans la cage de l'animal. Et donc là, il peut manger, mais nous, on n'a jamais de contact direct parce que les félins, ça reste très très dangereux. Alors, quand on doit entretenir les enclos, donc pour éviter que l'air soit trop haut et qu'on puisse encore les voir, donc évidemment, on ne lâche pas les animaux. Donc, on travaille avec le service technique et donc généralement, la veille, on se met d'accord pour dire on va intervenir dans tel parc. Et dans ce cas-là, donc les animaux sont rentrés, on contrôle le matin que les animaux soient bien dans leur maison. On a des trappes de sécurité supplémentaires que l'on ferme pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et à partir de là, donc, on peut intervenir dans l'enclos pour nettoyer. Il y a eu quelques individus qu'on a élevés à la main. Donc, quand on les élève à la main, évidemment, on a un peu plus de contact. Jusqu'à l'âge de 6 mois à peu près. Donc là, c'est sympa parce qu'on joue un petit peu avec. Mais bon, après, arrivé à l'âge de 6 mois, ils font déjà 20-30 kilos. Donc on arrête après de rentrer en contact avec eux. Ici, un mammifère, par exemple, la plupart du temps dans l'année, on va le faire sortir en extérieur en fonction du temps, même si c'est un temps normand parfois. Et il va faire sa vie tout seul par la suite. Le soigneur va juste avoir à nettoyer les intérieurs, regarder que l'animal va bien, que les interactions sociales se passent bien, etc. Ici, avec les poissons, et ça a été un peu une grande surprise pour moi, quelque chose que je ne connaissais pas, c'est vraiment, il faut vraiment mettre en œuvre tout pour qu'ils aient de bonnes conditions, mais pour n'importe quel élément. Tout est à faire par le soigneur. Il faut que le poisson ait une bonne température, il faut que l'eau soit relativement bonne, c'est-à-dire qu'il va falloir un taux de nitrate très très faible pour que le poisson soit correct, du moins vraiment pour que le poisson aille bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des systèmes de filtration d'eau, mettre en place ensuite des oxygénations, des brassages d'eau qui font que l'eau des poissons est correcte pour faire vivre le poisson. On s'occupe aussi bien de l'élément extérieur pour pouvoir faire vivre le poisson. L'enjeu écologique de cette serre, c'est vraiment de pouvoir utiliser des ressources qu'on a déjà pour pouvoir chauffer un espace comme celui-ci. On utilise des panneaux solaires, on utilise des panneaux photovoltaïques aussi sur d'autres bâtiments du parc. Chauffer cette serre-là pour ces animaux qui ont vraiment besoin de chaleur et d'humidité, ça va vraiment nous permettre de chauffer cette partie-là avec des énergies renouvelables, comme c'est ici la politique de la maison. Notre but ici, que ce soit pour les oiseaux, peu importe le mode de présentation qu'on va avoir, l'important c'est vraiment de faire connaître aussi les animaux. On a 3 grands buts en parc zoologique, c'est la recherche sur, non pas la recherche en laboratoire, d'autres le font, mais c'est vraiment la recherche sur les espèces dans le milieu naturel, sur les espèces aussi en captivité. On est toujours en train de trouver des nouveaux comportements. C'est aussi l'éducation, énormément d'éducation auprès des plus grands comme des plus jeunes, tout simplement pour sensibiliser le visiteur à la conservation des espèces. Mais c'est aussi la conservation des espèces. Et ça, c'est 3 grands rôles, recherche, éducation et conservation. On apprend plein de choses sur les animaux pour faire connaître ensuite aux visiteurs, pour ensuite vraiment faire de la conservation des espèces
par la suite.